Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 6 mars 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Merci Nima, heureux d'être ici avec toi. Ambassadeur, permettez-moi de commencer par l'une des dernières nouvelles en provenance de l'Axe. Il est dit que l'administration Trump, par l'intermédiaire de Marco Rubio, a informé les États arabes du Golfe Persique que l'objectif de cette opération, de cette attaque, n'était pas un changement de régime. Et voici ce que nous avons entendu de la part de Donald Trump lui-même. Encore une fois, j'en appelle à tous les membres des gardiens de la révolution iranienne, de l'armée et de la police à déposer les armes. Ils ne feront que se faire tuer. C'est maintenant le moment de se lever pour le peuple iranien et d'aider à reprendre votre pays. Vous allez avoir l'occasion, après toutes ces années, de reprendre votre pays. Acceptez l'immunité. Nous vous accorderons l'immunité et vous serez du bon côté de l'histoire. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous serez parfaitement en sécurité avec une immunité totale ou vous ferez face à une mort absolument certaine. Et je ne veux pas voir cela. En fait, nous avons aussi entendu dire que Donald Trump voulait choisir le prochain guide suprême de l'Iran. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'il y a là une histoire de fond assez intéressante. La CIA et le Mossad essayaient apparemment très activement de trouver une personne du type d'Elsie Rodriguez au sein du cadre dirigeant iranien. Ils cultivaient en fait quelques individus qu'ils pensaient susceptibles de réagir favorablement en cas de vide au sommet de l'État. C'était évidemment une activité très secrète, mais Donald Trump en a parlé publiquement, de manière imprudente. J'imagine que le gouvernement iranien est de nouveau en train d'examiner son propre personnel pour voir s'il peut identifier quelqu'un qui aurait effectivement été suborné. Le commentaire de Trump était que les personnes qu'ils espéraient voir prendre la relève ont été tuées. Elles devaient donc se trouver avec le guide suprême chez lui samedi dernier, lorsque la maison a été frappée par les Israéliens. De toute façon, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans toute cette opération depuis le début. L'une d'elles est l'hypothèse de Donald Trump, selon laquelle le guide suprême, comme Donald Trump, incarne à lui seul tout le système. Vous savez, quoi que décide Donald Trump, tout le monde dans son entourage, et le Parti républicain, le Congrès étant aux abonnés absents, se met en rang comme lorsque Staline donnait un ordre et que tout le monde obéissait. Mais ce n'est pas le cas en Iran. L'Iran a un système bien plus complexe que cela. Il se peut que si Donald Trump était écarté, son régime s'effondrerait à Washington. Mais lorsque Ali Khamenei a été écarté, le régime ne s'est pas effondré. En fait, ironiquement, l'un des nombreux objectifs déclarés, j'en compte environ 7 ou 8 différents, de cette guerre n'est pas très plausible. L'un des objectifs était d'empêcher l'Iran de décider de construire une arme nucléaire. Ironiquement, Ali Khamenei était le bouchon dans la bouteille sur cette question. Il s'opposait farouchement au développement par l'Iran d'armes de destruction massive, qu'il qualifiait de haram, interdites en islam. Maintenant, il a été écarté. En examinant les candidats potentiels, y compris son fils, pour lui succéder, je constate qu'ils sont tous favorables à la construction d'une bombe. Ainsi, ce que nous avons fait, ce n'est pas empêcher l'Iran d'accéder au nucléaire, mais l'y encourager. Le deuxième grand problème, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas changer un régime, ce que Donald Trump considère clairement comme l'objectif, quoi qu'en dise Marco Rubio. On ne peut pas changer un régime depuis les airs. Nous avons bombardé l'Allemagne nazie jusqu'à la destruction. Cela n'a pas changé le régime. Les Allemands ont attaqué l'Union soviétique sous Staline.
Beaucoup de gens en Russie, dans l'Union soviétique, craignaient et détestaient le système stalinien. Mais ils ne se sont pas retournés contre Staline. Ils se sont ralliés à la patrie. Et je pense que nous voyons exactement ce phénomène en Iran. Il y a même une dimension internationale plus large, car bien sûr, Ali Khamenei était largement respecté parmi les musulmans chiites du monde entier. Il est donc désormais considéré comme un martyr à leurs yeux. Et je viens d'entendre une déclaration du président de la Chambre, Mike Johnson. C'est une guerre limitée. Nous ne sommes pas en guerre. Je me suis dit, eh bien oui, cela doit être une opération militaire spéciale. Nous ne sommes pas en guerre. J'ai déjà entendu cette phrase. Mais du point de vue iranien, nous le sommes. C'est une question existentielle. Et l'idée que l'Iran ne ripostera pas contre les États-Unis partout où il le peut est erronée, y compris sur le sol américain. S'il subsistait le moindre doute à ce sujet, le naufrage du croiseur au large du Sri Lanka, après sa participation à un exercice multinational alors qu'il était désarmé, garantit en pratique que la guerre sera mondialisée. Elle ne se limitera pas à l'environnement immédiat. Cela dit, je résumerai mon impression de ce qui s'est passé ainsi. Le 29 décembre à Mar-a-Lago, le Premier ministre Netanyahou a convaincu Donald Trump de lui fournir un plan de campagne pour mettre en œuvre sa stratégie, à savoir le Grand Israël, la création du Grand Israël, et la subjugation ou la fragmentation de l'Iran afin qu'il devienne comme la Syrie, un pays doté d'une souveraineté purement nominale et dépourvu de toute capacité d'autodéfense. Donald Trump a accepté. Ils ont fixé une date, mais elle a dû être reportée pour plusieurs raisons. Puis, le samedi 28 février, ils ont vu une opportunité lors du rassemblement chez Ali Khamenei. Je suis sûr que Khamenei avait le pressentiment qu'il pourrait être assassiné à ce moment-là, mais il accueillait probablement le martyr, car il disait toujours vouloir être martyrisé. Il ne voulait pas mourir paisiblement dans son lit, et il a eu ce qu'il souhaitait. Nous avons donc ici une situation où la stratégie est israélienne, le plan de campagne est américain, et les auteurs de ce plan au Pentagone ont apparemment dit assez franchement à Donald Trump que cela ne fonctionnerait probablement pas. Le général Kane l'a fait en privé, puis il y a eu des fuites dans la presse pour appuyer ce conseil privé. Donald Trump ne s'en est pas rendu compte. Il a suivi Netanyahou dans ce piège, et nous en sommes là. Le deuxième point, c'est que tandis que nous n'avons pas de stratégie autre que celle d'Israël, fondée sur la domination en Asie occidentale, l'Iran, lui, en a une, et elle comporte deux volets. Le premier consiste à répondre à la menace existentielle que représente Israël en faisant peser sur Israël une menace existentielle. L'Iran fera donc tout ce qu'il peut pour dévaster Israël. Il ne retiendra pas ses frappes comme il l'a fait lors de la guerre de juin l'année dernière. Il ira jusqu'au bout. Le second élément de la stratégie iranienne consiste à convaincre les pays arabes du Golfe qui accueillent des bases sur leur territoire qu'ils ne peuvent pas se permettre de les garder. Ces bases ne les protègent pas, elles attirent les attaques. Ils augmentent leur vulnérabilité, ils ne la diminuent pas. Et l'Iran semble prêt à intensifier les hostilités jusqu'à ce que les autres comprennent le message, y compris, si nécessaire, en détruisant leurs installations de production pétrolière. Maintenant, il y a d'autres éléments à cela, mais c'est l'équation de base. Le plan de campagne iranien, si l'on peut dire, consiste à imiter la stratégie du rope-a-dope de Muhammad Ali, c'est-à-dire encaisser les coups de l'adversaire tout en continuant à riposter pour l'épuiser. Une fois que leur capacité à intercepter les missiles et à combattre efficacement est épuisée, on les frappe très fort pour les mettre hors de combat. Je pense donc que la question essentielle ici est que tout d'abord, nous avons beaucoup de déclarations vantardes du commandement central et des Israéliens sur ce qui se passe.
Les Israéliens, d'ailleurs, profitent de cette guerre pour s'emparer et annexer le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani et pour transformer Daïa, à Beyrouth, en une version de Gaza. Ils essayent de tirer parti de la confusion générale provoquée par la guerre. Les déclarations du CENTCOM, selon lesquelles nous aurions détruit des lanceurs iraniens, etc., doivent être prises avec beaucoup de prudence, car l'évaluation des dégâts de combat est toujours imprécise. Je me souviens de la guerre du Golfe de 1990-1991, lorsque j'étais ambassadeur en Arabie saoudite et qu'une coalition internationale combattait l'Irak. Les militaires affirmaient avoir détruit toutes sortes de tels Irakiens, c'est-à-dire des lanceurs, mais ce n'était pas le cas. Ils continuaient à fonctionner. Je ne suis donc pas convaincu par ces affirmations. Et je ne sais pas si l'Iran a réussi à dissimuler et à conserver ses défenses aériennes pour le moment où les forces israéliennes et américaines seraient suffisamment affaiblies pour les déployer. C'est une question ouverte. Peut-être que ces défenses ont été détruites, mais j'en doute, car je pense que l'Iran a planifié cette guerre depuis longtemps et qu'il sait ce qu'il fait. Enfin, je remarque qu'il n'y a pas d'éléments terrestres dans cette campagne, sauf qu'il y a maintenant un effort pour mobiliser les Kurdes, les Baloutches, les Arabes et d'autres minorités en Iran qui ont été manipulés au fil des années par le Mossad, la CIA, le MI6 et les services de renseignement saoudiens afin de tenter d'obtenir leur indépendance vis-à-vis de l'État iranien. Je ne pense pas que cela réussira du tout. Cela comporte un risque de guerre civile en Iran, mais je ne crois pas que cela se produira. Donc je regarde cela et je me dis, écoutez, nous en sommes à 7 jours. Tout est très flou. Vers le milieu de la semaine prochaine, si j'ai raison, après tout, il a fallu 12 jours pour épuiser à peu près la capacité d'interception d'Israël lors de la guerre de juin l'an dernier. Disons qu'environ 12 jours après le 28 février, nous saurons si Israël est capable de continuer. Peu après, nous saurons si les États-Unis peuvent continuer. Et j'entends les déclarations courageuses du secrétaire à la Défense, qui se présente comme le secrétaire à la guerre, Hegseth, affirmant qu'il n'y a aucun problème d'approvisionnement. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que cette guerre ne peut pas durer beaucoup plus longtemps du côté anti-iranien, et je soupçonne que l'Iran est prêt pour une guerre prolongée. Je vais donc m'arrêter là. Monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous de ce qu'a rapporté Tucker Carlson, à savoir que 2 agents du Mossad en Arabie saoudite et au Qatar ont été arrêtés parce qu'ils voulaient commettre un attentat quelque part? Et vous savez, quand on voit l'Iran attaquer des bases américaines en Arabie saoudite, au Qatar, dans tous ces États arabes, ils décident de faire cela. Et l'autre partie de cette énigme concerne ce qui s'est passé en Azerbaïdjan. L'Iran a déclaré ne pas être derrière l'attaque contre Najjaban. Najjaban est originaire d'Azerbaïdjan. Comment voyez-vous cela? Comment percevez-vous la manipulation en cours? Eh bien, dès la création de l'État sioniste en Israël, l'une de ses techniques habituelles a été les attaques sous faux drapeaux. Il a attaqué des musulmans en Égypte pour les effrayer et les pousser à quitter l'Égypte et à émigrer en Israël. C'était dans les années 1940. Il existe une longue histoire de ce genre de pratique, des opérations sous faux drapeaux. Donc je ne sais pas si Tucker Carlson a raison ou non, mais je trouve tout à fait plausible qu'il ait raison. Qu'il y ait eu une opération israélienne sous faux drapeau en Arabie saoudite visant 2 objectifs. Premièrement, pour orienter, eh bien, il y a une histoire parallèle, de la désinformation. L'Arabie saoudite, selon des récits inspirés par Israël, aurait fait pression aux États-Unis en faveur de cette guerre avec Israël. Les Saoudiens ont nié cela. Je n'ai jamais pensé que cela avait la moindre validité.
Ces deux éléments réunis constituent un effort pour diviser l'Arabie saoudite de ses collègues du Conseil de coopération du Golfe, d'autres pays, et pour impliquer l'Arabie saoudite dans une guerre avec l'Iran, ce qu'elle ne souhaite pas. Israël en a le motif, la méthode, l'historique, et je soupçonne que cela pourrait bien être le cas. Quant à l'Azerbaïdjan, c'est peut-être la même chose. Je ne sais pas. L'Azerbaïdjan entretient une relation militaire et de renseignement étroite avec Israël, et il se peut qu'il soit considéré comme possible de l'activer si les Azéris peuvent être convaincus que l'Iran les attaque. Là encore, je soupçonne une opération sous fausse bannière. Les États arabes ont été attaqués, vous savez. Les bases américaines dans ces pays ont été attaquées par l'Iran. Et ils se demandaient pourquoi. Parce qu'il semble que les États-Unis n'aient pas parlé. Vous comprenez? Que pensez-vous de l'agenda de l'administration Trump? Ont-ils prévenu l'Arabie saoudite ou tous ces pays du Golfe Persique avant d'attaquer l'Iran? Parce qu'ils font partie de la guerre en ce moment. Eh bien, ils ne leur ont rien dit. Ils n'ont même pas informé le Congrès des États-Unis. Et les Arabes du Golfe ont été très actifs avec la Turquie pendant 2 mois avant le début de cette guerre, essayant de l'empêcher. Ils ne voulaient pas de cette guerre, et cela les a placés dans une position terrible. Leur population, après le génocide de Gaza, refuse absolument de les voir coopérer de quelque manière que ce soit avec Israël. Bien sûr, ils continuent de coopérer discrètement sur certains points, mais ils ne peuvent pas s'aligner ni avec Israël ni avec les États-Unis contre l'Iran. En fait, avant cette guerre, ils se rapprochaient progressivement d'une sorte de coalition informelle avec l'Iran pour contrebalancer Israël et la menace qu'il représente pour la stabilité de la région, ce qui est désormais évident. Ils ont un problème. Ils ont accepté la présence de bases américaines sur leur territoire en partant du principe que ces bases les défendraient. Mais elles ne les ont pas défendues. En réalité, elles ont attiré une attaque de l'Iran. L'Iran poursuit depuis longtemps l'objectif de chasser la présence militaire américaine du Golfe Persique, et il poursuit cet objectif dans cette guerre. Il a commencé ses attaques contre ces bases par une frappe sur Al-Udeid, au Qatar, qui a mis hors service un système radar valant plus d'$1 milliard et contrôlant toutes les opérations aériennes de l'Afghanistan à l'Irak. Voilà ce qui s'est passé. Dans la phase initiale, l'Iran a limité ses attaques aux Américains présents sur les bases. Lorsque les Américains ont quitté les bases pour se réfugier dans des hôtels, il a attaqué les hôtels où ils se trouvaient. Mais les attaques n'étaient pas dirigées contre les Qataris, les Émiratis, les Koweïtiens ou les Bahreïnis en tant que tels. Elles visaient les Américains. Cela vaut également pour l'attaque contre Duqm, à Oman, qui est un mouillage naval et une station de ravitaillement en pétrole pour la marine américaine. C'est la présence américaine là-bas, et non le rôle omanais, qui a conduit à cette attaque. À ma connaissance, il n'y a eu aucune attaque contre Mascate, ni contre aucune autre installation à Oman. Je pense que la stratégie de l'Iran est très claire. Ils vont continuer à faire monter la pression sur ces pays arabes jusqu'à ce qu'ils soient obligés de prendre une décision. Allez-vous continuer à vous aligner sur les États-Unis ou non? Et il y a eu un développement très important qui n'a pas reçu suffisamment d'attention. Les Émirats, qui ont acheté un système de défense aérienne américain d'une valeur de $2 milliards, se sont retrouvés pratiquement à court de capacité d'interception et ont demandé aux États-Unis de reconstituer leur défense. La réponse américaine aurait été « Nous n'avons pas ce qu'il faut pour le faire. Et si nous avons quelque chose, ce sera pour Israël, pas pour vous. » Donc, encore une fois, cela signifie que si vous avez parié sur la défense américaine en cas de guerre régionale avec l'Iran,
vous avez fait le mauvais pari, car les États-Unis ne vous défendront pas. En réalité, les États-Unis sont le problème, pas la solution au problème. Voilà ce qui se passe. Et je ne sais pas ce que les Arabes du Golfe décideront, ni quand ils le feront, mais je suis assez convaincu que l'Iran continuera à intensifier la pression, et si nécessaire, à détruire leur capacité de production pétrolière. Je note qu'il y a eu, en gros, une destruction de certaines installations terrestres destinées à l'exportation de gaz naturel qatari. Il faudra des semaines pour les réparer, si tant est que nous y parvenions. Le Qatar a dû interrompre ses exportations de gaz. Tout cela entraîne donc toutes sortes d'effets en cascade. Le détroit d'Ormuz est fermé. Les compagnies d'assurance refusent d'assurer les navires qui le traversent. La tentative américaine de trouver une base pour les assurer n'a ni fondement juridique ni financement. La marine américaine n'est pas assez naïve pour envoyer ses navires dans le détroit d'Ormuz, car l'Iran, tout comme les Houthis l'ont démontré en mer Rouge, a la capacité de mener un blocus maritime depuis la terre et s'y prépare depuis 20 ans. Nous venons donc de voir le prix du pétrole grimper à $92 le baril. Je pense qu'il atteindra $150. Si cela se produit, le prix de l'essence à la pompe aux États-Unis se situera entre $4,50 et $5 le gallon. En Californie, il sera de $8 ou $9 le gallon. Et les gens seront très mécontents, car la guerre aura alors une conséquence directe pour eux. C'est-à-dire, même sans que l'Iran ne fasse quelque chose d'inhabituel aux États-Unis, ni ne riposte à l'assassinat de son dirigeant en tentant d'assassiner Donald Trump. Il s'agit donc d'une guerre qui ne sera pas brève. Ce ne sera pas une guerre courte et victorieuse pour Israël et les États-Unis. Son issue est très incertaine. L'Iran en sortira certainement meurtri, mais la Perse ne disparaîtra pas de l'histoire. Dernier point, peut-être. Un rapport vient d'indiquer que la 82e division aéroportée, qui est la force d'intervention la plus mobile de l'armée américaine, a vu les exercices qu'elle devait mener annulés. Cela laisse penser qu'elle est sur le point d'être déployée quelque part. Peut-être pour soutenir les Peshmerga, si l'on parvient à convaincre les Peshmerga d'attaquer l'Iran, ce qu'ils ne semblent pas vouloir faire. Et, vous savez, cela m'a rappelé l'histoire ancienne de l'Anabase, écrite par Xénophon, la marche des 10 000. Les mercenaires grecs, environ 10 000 d'entre eux, furent recrutés par Cyrus II pour renverser son frère lors d'une guerre civile en Perse. Cyrus mourut et ils se retrouvèrent isolés. Ils durent se frayer un chemin à travers déserts, montagnes, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la mer Noire et s'écrier tous « La mer! La mer !» Je ne pense pas que nous voulions revivre cela. Et je crois tout à fait le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, lorsqu'il dit « Nous attendons que les Américains viennent. Allez, nous savons quoi faire de vous. » Je ne pense pas que ce soit sage du tout. Cette guerre entière, qui est essentiellement dépourvue d'objectifs clairs ou réalisables, et sans aucun respect pour le droit international, ni dans son origine, ni dans sa conduite, est un désastre, non seulement pour l'Iran et Israël, mais aussi pour les États-Unis. Je suppose que les Israéliens aimeraient que d'autres pays mènent la guerre sur le terrain à leur place, car les médias israéliens ont rapporté que Israël s'attend à ce que l'Azerbaïdjan attaque également et rejoigne la coalition contre l'Iran. C'est au-delà de « eh bien c'est, bien sûr, vous savez, je me rends compte que vous pensez probablement qu'il était du mauvais côté, mais mon héros est un homme nommé Bélisaire, qui fut général et homme d'État sous Justinien, l'empereur de Byzance, et qui a probablement offert 4 siècles immérités à l'Empire byzantin en pratiquant la politique du diviser pour régner. Il a également inventé le ministère des Affaires étrangères moderne et le service d'espionnage moderne. C'était donc un homme assez créatif.
Malheureusement pour lui, il a éclipsé son supérieur, l'empereur, qui s'est débarrassé de lui. Mais de toute façon, cette tradition est très ancienne en Asie occidentale. Diviser pour régner. Fausse bannière. C'est ce que nous voyons à nouveau. Israël essaie d'attirer les Kurdes, les Arabes d'Iran, en Arabistan, les Baloutches, tous ceux qu'ils peuvent, les Azéris, qui constituent en réalité un groupe très important en Iran ainsi qu'en Azerbaïdjan. Il y en a d'ailleurs plus en Iran qu'en Azerbaïdjan. Je comprends pourquoi ces efforts sont entrepris, mais je pense que ces populations, pour la plupart, sont trop intelligentes pour tomber dans ce piège. Donc, je ne pense pas que cela va fonctionner. Monsieur l'ambassadeur, Bernie Sanders a tweeté que l'Arabie saoudite, avec Israël, avait entraîné les États-Unis dans le conflit. Quelle est sa source? Parce que lorsqu'on parle de l'Arabie saoudite, si proche de l'Iran, il est difficile d'imaginer qu'elle soit autant impliquée. Non, il s'agit de Bernie Sanders, pour qui j'ai énormément de respect. Il est juif et a un électorat juif, et les juifs américains adorent attaquer l'Arabie saoudite et la rabaisser. L'Arabie saoudite, vous savez, est en quelque sorte le symbole par excellence de l'islam. Je suis désolé de vous dire que l'Iran ne l'est pas. Mais là, vous avez des gens qui portent des tobes et des tissus sur la tête, avec de grandes moustaches et des barbes, et qui ressemblent à l'idée chrétienne du diable. Donc ils sont parfaits. Si vous voulez critiquer Israël et que vous êtes juif, c'est une bonne idée d'y mêler l'Arabie saoudite. J'y vois donc une manœuvre politique du sénateur Sanders. Je ne pense pas qu'il y ait une source. Oui. Penses-tu qu'à un moment donné, nous verrons la Chine et la Russie faire quelque chose? Parce que la guerre influence tout le monde. Ce n'est pas seulement une affaire entre la Chine et la Russie. On voit aussi le Japon et la Corée du Sud en être affectés. Donald Trump rétablit tous les systèmes de défense qu'ils avaient en Corée du Sud pour défendre Israël. Tous ces pays sont influencés par la guerre. Quelle liste de pays impressionnante. Permettez-moi simplement de dire que la plus grande victime immédiate de cette guerre et de la fermeture du détroit d'Ormuz est l'Inde, qui ne dispose pratiquement d'aucune réserve stratégique de pétrole. Je crois qu'ils ont environ 9 jours de réserve, donc ils sont au bord du désastre. L'électricité sera coupée, il n'y aura plus d'essence pour les voitures, et ainsi de suite en Inde. C'est pourquoi Donald Trump a exempté l'Inde des sanctions sur l'achat de pétrole russe, certaines catégories de pétrole russe. Je commencerai donc par là. La Chine, elle, ne sera pas vraiment touchée, car elle dispose d'une immense réserve stratégique de pétrole, et cela accélérera bien sûr le tournant déjà très rapide de la Chine vers les énergies renouvelables et son éloignement du pétrole. Ainsi, cela réduira le marché pétrolier en Chine plus rapidement que cela n'aurait été le cas autrement. Le Japon et la Corée du Sud disposent chacun de réserves stratégiques de pétrole importantes, mais elles finiront par s'épuiser. Taïwan, quant à elle, ne possède pratiquement aucune réserve pétrolière stratégique et se retrouvera en difficulté assez rapidement. Voilà donc quelques effets immédiats. Les Russes, pour leur part, se réjouissent de cette guerre. Pourquoi? Parce qu'elle cause d'énormes dégâts aux États-Unis, sur le plan militaire notamment. Quel qu'en soit le dénouement, les États-Unis auront épuisé leur stock d'armes défensives et offensives, et ils en sortiront considérablement affaiblis sur le plan militaire. Qui que ce soit qui gagne la guerre, si quelqu'un la gagne, et je soupçonne que personne ne la gagnera, le prix de l'essence vient d'exploser. C'est très bon pour la Russie. Le pétrole russe est désormais très demandé. Le prix du pétrole, comme je l'ai dit, va probablement atteindre $150 le baril,
Il est déjà dans les $90 et continue de grimper. Donc les Russes sont contents. Et un Russe m'a dit, « Vous savez, Vladimir Poutine est un homme vraiment chanceux. Donald Trump fait son travail pour lui en démantelant la puissance américaine et le système constitutionnel américain. Donc les Russes sont contents de tout cela. Les Chinois, eux, ne le sont pas. Ils n'aiment pas les guerres. Ils ne veulent pas d'instabilité. Ils croient à la défense de la souveraineté et de l'indépendance. Et ils ne croient pas à un comportement hégémonique. Ils croient au droit international et à la Charte des Nations Unies. Leur réaction a été très intéressante. Bien sûr, dans la période précédant la guerre, ils ont, comme les Russes, contribué à renforcer les défenses iraniennes. Il y a eu de nombreuses exportations chinoises vers l'Iran qui sont pertinentes à cet égard. Je suppose que cela comprenait des composants pour le carburant solide des missiles. Cela incluait certainement un nouvel ensemble de systèmes radars, 5 ensembles des radars les plus modernes au monde, qui sont mobiles. Et ils ont fourni une défense aérienne, une défense antimissile, le HQ-9, où l'on vendu à l'Iran. Et les Russes ont fait des choses similaires. Nous apprenons maintenant que les Chinois ont entamé des négociations avec l'Iran pour exempter leurs navires traversant le détroit d'Ormuz. Cela correspond à ce qu'ils ont fait lorsque les Houthis ont bloqué la mer Rouge. Ils ont dit « Nous ne sommes pas impliqués dans cette affaire. Ne nous tirez pas dessus. » Et les Houthis les ont laissés passer. Donc je pense que la question maintenant est « D'accord, l'Iran, vous savez, il y a des bazaris en Iran, je crois, et ils ne vous donnent rien sans contrepartie. Alors, qu'est-ce que l'Iran va demander en échange d'une exemption pour les pétroliers chinois? Et que feront les États-Unis? Vont-ils tirer sur les pétroliers chinois? Vous savez, c'est une évolution très intéressante. C'est une autre illustration du fait que nous n'en sommes qu'au 7e jour d'une guerre qui prend de nombreux tournants inattendus. Vous avez mentionné l'Azerbaïdjan. La Grande-Bretagne, après avoir tenté de rester en dehors du conflit, a décidé d'y entrer. Le résultat a été une attaque iranienne contre leur base à Chypre. Ainsi, la guerre s'étend. Elle pourrait encore s'étendre davantage et elle pourrait devenir non conventionnelle, comme je l'ai suggéré, car les États-Unis ne respectent aucune loi de la guerre. Pourquoi l'Iran le ferait-il? Nous avons eu un rapport dans le Financial Times indiquant que les États arabes essayent de retirer leurs investissements des États-Unis en raison des difficultés qu'ils rencontrent actuellement avec la guerre. Il semble que, comme vous l'avez mentionné, 6 ou 7 jours de guerre ne représentent pas grand-chose. Et pourtant, ils en subissent déjà les conséquences de manière drastique. Ce n'est pas seulement une question de pétrole, c'est une question de nourriture, d'eau de tout. Les engrais, essentiels à la production agricole, proviennent en grande partie des usines pétrochimiques du Golfe. Et ces approvisionnements ont été interrompus. La saison des semis approche dans l'hémisphère nord, et cela aura un impact majeur sur la production agricole. Oui, vous avez raison. L'impact sur le transport maritime est énorme. L'inflation, qui risque de résulter de la hausse du coût du transport, de l'augmentation du prix du pétrole et du gaz, et donc des engrais, sera considérable. Nous ne savons pas encore dans quelle mesure. Il n'y a pas de solution simple à cela. Le président Trump aurait apparemment ordonné au Trésor américain de commencer à négocier des contrats à terme sur le pétrole, mais je ne vois pas bien à quoi cela va servir. Nous sommes donc en territoire inconnu. Tout cela est très nouveau. Les États-Unis n'ont jamais été aussi soumis à Israël qu'ils le sont aujourd'hui, et nous allons en payer le prix, tout comme Israël. Vous savez, les Israéliens sont très doués pour la propagande. Ils ont aussi une censure militaire.
Israël subit déjà pas mal de dégâts, même à cause des anciens missiles que l'Iran tire maintenant. Chacun de ces missiles déclenche une réponse antibalistique. 2 ou 3 intercepteurs Patriot ou THAAD. Ainsi, chaque missile qui arrive, qu'il soit intercepté ou non, entraîne une dépense rapide de capacité défensive et très coûteuse. Vous savez, un missile Patriot coûte environ 4 millions de dollars. Un missile THAAD coûte bien plus cher. Je pense donc que l'usure pour Israël et les États-Unis est considérable, d'autant plus que, malgré la censure, les vidéos en provenance d'Israël suggèrent que le taux d'interception des missiles balistiques iraniens n'est que de 5 à 10%. Cela signifie que 90% ou plus passent à travers. Et cette salve vise simplement à épuiser Israël. Ce n'est pas celle destinée à le mettre hors de combat, qu'Iran cherche, je suppose, à retarder jusqu'à ce qu'il ait préparé le champ de bataille en conséquence. J'ai vu une vidéo, je l'ai regardée il y a 2 jours, parce que nous ne recevons aucune image en provenance d'Israël. C'est assez incroyable pour moi, car en Iran, Internet est désormais national, c'est un réseau domestique. Pourtant, nous recevons encore beaucoup d'images d'Iran, et nous pouvons voir ce qui s'y passe et les dégâts causés. Mais en Israël, nous ne voyons rien. Eh bien, je sais que vous avez récemment été interviewé par Danny Davis dans Deep Dive. Je vous encourage, vous et votre public, à regarder l'entretien de Danny Davis d'il y a quelques jours avec Ted Postal, l'expert en missiles. Il y montre des séquences vidéo de missiles iraniens frappant Israël et des interceptions. C'est très instructif. Il montre également que l'Iran a préparé des sites de lancement souterrains dissimulés. Ils sont recouverts d'une fine couche de sable et les missiles surgissent littéralement de nulle part dans le désert. L'Iran s'est donc bien préparé et l'efficacité de sa salve de missiles contre Israël est bien plus grande que ce que la presse occidentale ou Israël lui-même est prêt à admettre. Je vous recommande vraiment de regarder cette émission. On peut en apprendre beaucoup. Dans ces images en provenance d'Israël, nous avons vu plus de 40 intercepteurs se diriger vers le missile pour l'intercepter. Finalement, ils l'ont eu. Ils ont réussi à toucher le missile. Mais tout de même, plus de 40, je crois 44 intercepteurs. Et on peut voir les chiffres de ce qui se passe en ce moment en Israël. Exactement. Et c'est bien là le point. Bien sûr, Israël dispose de plusieurs systèmes de défense. Le dôme de fer, qui est efficace contre les drones, mais pas contre les missiles balistiques, il a été conçu pour contrer les roquettes non guidées tirées depuis Gaza, ainsi que les systèmes Flèche et Fronde de David, qui traitent différents types de missiles balistiques. Certaines des séquences que Postal a montrées, tu sais, montrent le dôme de fer. Peut-être une douzaine de lanceurs, poursuivant une seule cible et la manquant. Donc tu as raison. Je veux dire, les calculs ici sont très défavorables à la cause israélienne et américaine. Et donc je ne pense pas que nous ayons la moindre idée de la façon dont tout cela va se terminer. Sauf que nous pouvons dire avec une certaine assurance, comme je l'ai fait, que quelle qu'en soit l'issue, les États-Unis seront considérablement affaiblis, car ils n'auront pas les ressources logistiques nécessaires pour mener une autre guerre. Cela est pertinent pour des situations comme celle de Taïwan. Si nous décidions de défendre Taïwan contre une attaque en provenance du continent chinois, nous n'en aurions pas la capacité. Nous avons également épuisé nos équipages sur nos navires de guerre. Nous usons les porte-avions et les bâtiments chargés de les protéger. Et nous venons de nous engager dans une guerre souveraine sans restriction, ce qui crée un très mauvais précédent. Parce que, bien sûr, vous savez,
il y a des millénaires, à la fois Confucius et le rabbin Hillel, un théologien juif, je crois qu'il était à Babylone, peut-être à Bagdad, je ne suis pas sûr, ont tous deux dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent ». C'est l'inverse de la version chrétienne. Fais aux autres ce que tu veux qu'ils te fassent. Mais c'est un très bon conseil, et il semble que nous l'ayons oublié. Nous avons développé cette idée erronée que nous sommes invulnérables. Et maintenant, nous découvrons tous, les Arabes du Golfe découvrent à quel point ils sont vulnérables. Et je pense qu'Israël aussi. Avant le début de la guerre, Monsieur l'ambassadeur, si vous regardez les médias persans, surtout ceux situés en dehors de l'Iran, ils sont financés par les Israéliens et par le gouvernement israélien. Ils disaient principalement que le guide suprême iranien se trouvait dans un bunker, qu'il fuyait vers la Russie, qu'il se cachait derrière tout cela. Nous avons tous vu ce qui s'est réellement passé. Et maintenant, vous voyez que le Premier ministre israélien n'est pas dans son pays. Il fuit vers Chypre, vers la Grèce, vers l'Allemagne. Son fils ne combat pas dans cette guerre. Il n'est même pas dans le pays pendant que cela se déroule. Il reste surtout à l'étranger. C'est un peu comme Zelensky. Il me semble que Zelensky, lui aussi, est la plupart du temps en dehors de l'Ukraine, voyageant à travers l'Europe, voyageant ailleurs. Eh bien, si je devais commenter cela, je dirais que ce n'est pas une façon de diriger son pays en période de difficulté. On peut diriger depuis l'avant ou diriger depuis l'étranger. Et je ne pense pas que diriger depuis l'étranger soit très inspirant. Donc, vous savez, le fils de Netanyahou en Floride est sans importance à cet égard. Zelensky parcourt l'Europe, essayant de... Enfin, quoi qu'il arrive, l'Ukraine n'a plus d'armes. Les armes que les Européens auraient pu acheter pour les envoyer en Ukraine ne seront pas disponibles. Cela a donc des répercussions à un niveau très large. J'ai mentionné Taïwan. Je ne pense pas que les Chinois veuillent attaquer Taïwan, mais ils pourraient le faire. Et la question de la défense ukrainienne vient de devenir beaucoup plus difficile. Et vous savez, Vladimir Poutine, quoi qu'on puisse dire de lui, n'est pas un homme stupide. Ainsi, dès que le Qatar a annoncé qu'il ne serait plus en mesure d'exporter du gaz, le Qatar étant le troisième exportateur mondial de gaz après la Russie et l'Australie, Vladimir Poutine a déclaré « Eh bien, plus de gaz pour l'Europe. Nous allons les couper avant qu'ils ne nous coupent. » Il a donc de nouveau exercé une énorme pression sur les Européens, et personne ne sait vraiment comment gérer la situation. Vous savez, les Européens demandent aux Ukrainiens d'ouvrir le gazoduc venant de Russie parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Et la remarque de Poutine à ce sujet a été « Eh bien, c'est vous qui avez fait exploser le gazoduc Nord Stream 2. » En réalité, c'étaient les Américains. Mais enfin, ce n'étaient pas les Russes. Donc quoi qu'il vous arrive, c'est de votre faute. Vous vous êtes mis dans cette situation. C'est très stupide de notre part, et cela détruit la base industrielle allemande. Et jusqu'à présent, la politique allemande ne semble pas réagir intelligemment à cela. De nombreux Européens, je regardais Sky News et d'autres médias britanniques, se demandaient quels étaient les objectifs de la guerre contre l'Iran. Car finalement, comme vous l'avez mentionné, la Grande-Bretagne, comme l'a dit Starmer, ne va pas participer à cela, ne va pas prendre part à l'offensive. Mais après tout, ils envoient leurs forces pour défendre Chypre, par exemple. Et il se peut qu'une coopération en matière de renseignement ait lieu en ce moment. Non seulement avec le Royaume-Uni, mais aussi avec l'Allemagne, la France et l'Italie. Voici Marco Rubio qui parle de la principale raison de cette attaque. Être une action israélienne. Nous savions que cela provoquerait une attaque contre les forces américaines. Et nous savions que si nous ne les attaquions pas de manière préventive, avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous subirions davantage de pertes
et peut-être encore plus de morts. Et alors nous serions tous ici à répondre à des questions sur le fait que nous le savions et que nous n'avons pas agi. Tu nous as dit qu'Israël allait frapper l'Iran et que c'est pour ça qu'il fallait qu'on s'implique. Aujourd'hui, le président a dit que l'Iran allait... Ouais, ta déclaration est fausse. Ce n'est pas ce On m'a posé une question très précise. Étiez-vous là hier? Oui, j'ai posé une question. D'accord. Non. Est-ce que c'était vous? Parce que quelqu'un m'a posé une question hier. Sommes-nous intervenus à cause d'Israël? Et j'ai répondu, c'est vous qui m'avez posé cette question. Vous avez relancé. Et j'ai dit non, je vous ai dit que cela devait arriver de toute façon. Le président a pris une décision et la décision qu'il a prise était que l'Iran ne serait pas autorisé à se cacher derrière son programme de missiles balistiques, que l'Iran ne serait pas autorisé à se cacher derrière sa capacité à mener ses attaques. Cette décision avait été prise. Le président a décidé de détruire systématiquement cette capacité terroriste qu'il possédait et nous avons exécuté cette décision. Ambassadeur, le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, est-il un partisan du mouvement MAGA de l'America First? Est-il un adepte de l'America First? C'est un apparatchik. Il me rappelle les responsables soviétiques qui savaient déformer la vérité avec un grand aplomb. Il vient de se contredire complètement dans les deux extraits que tu as montrés. Pourquoi? Il y a évidemment eu une réunion pour préparer une campagne de propagande destinée à accompagner ou à précéder l'attaque. Et certaines personnes ont soutenu, je suppose que Marco Rubio en faisait partie, qu'il fallait encourager Israël à lancer la première attaque afin que nous puissions ensuite prétendre que nous nous défendions contre une contre-attaque iranienne. C'était la proposition de propagande. Il n'a, semble-t-il, pas reçu la note qui avait été rendue caduque par les événements. Et bien sûr, l'idée que, d'une manière ou d'une autre, nous savions qu'Israël allait attaquer? Oui, bien sûr, parce que nous étions d'accord avec Israël à ce sujet. Le 29 décembre, à Mar-a-Lago. C'est un non-sens orwellien. Et quelle est sa position? Je ne sais pas. Apparemment, il dira n'importe quoi si cela est politiquement opportun et lui permet de se faire bien voir du président Trump. Vous savez, peut-être que ce qui lui arrivera sera ce qui est arrivé au ministre soviétique des Affaires étrangères Molotov. On lui a confié la direction d'un projet hydroélectrique en Mongolie extérieure. Peut-être que Marco Rubio ne sera pas président. Peut-être qu'il dirigera un lycée à Santa Barbara, en Californie. Oui. Monsieur l'ambassadeur, avant de conclure, nous avons parlé de J.D. Vance. C'est une personnalité assez intéressante au sein de l'administration Trump. Il a commencé avec le slogan « pas de guerre en Irak », en disant que nous en avons assez de ces guerres sans fin et de toute cette rhétorique. Puis on le voit devenir l'un des principaux partisans d'une guerre contre l'Iran, disant « allez combattre l'Iran ». Ce ne sera pas une guerre longue. Elle sera courte. C'est nous qui déciderons de sa durée. Comment voyez-vous cette transformation de J.D. Vance? Car apparemment, il semble que le Parti républicain souhaite qu'il soit le prochain candidat à la présidence. Eh bien, il était apparemment le candidat du groupe des modérés au sein du Parti républicain. Il se trouve dans la position du défunt Hubert Humphrey, le vice-président de Lyndon Johnson. Le vice-président Humphrey s'opposait à la guerre du Vietnam. Il a mené une campagne, mais en tant que vice-président, il ne pouvait pas rompre avec Lyndon Johnson. Aujourd'hui, J.D. Vance est vice-président. Son devoir, tel qu'il le conçoit, est de défendre les politiques du président. Le fait est que ces politiques sont incohérentes. Personne ne sait quels sont les objectifs de cette guerre, car ils varient selon l'heure de la journée et l'humeur du président. À un moment,
il s'agit de changer de régime, ensuite de désarmer l'Iran, puis d'éliminer les relations de l'Iran avec les mouvements de résistance dans la région. Getting rid of Iranian relationships with resistance movements in the region. Then it's bringing about. Alors, c'est la destruction de l'Iran, puis c'est la reddition inconditionnelle, puis c'est « je dois participer à la sélection du nouveau dirigeant iranien ». Vous savez, ça part dans tous les sens. C'est déroutant pour tout le monde. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les pseudo-négociations menées par M. Witkoff et Kushner avec l'Iran n'avaient aucune chance de réussir, parce qu'elles n'avaient pas d'objectif clair, si ce n'est de gagner assez de temps pour mettre en place une force militaire en vue d'une attaque surprise. Mais vous savez, on ne peut qu'éprouver un peu de compassion pour Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, car avec quoi doit-il composer? Il ne le sait pas, et les gens avec qui il traite ne le savent pas non plus. Alors, vous savez, si vous allez déclencher une guerre, la première chose à faire est de définir des objectifs réalisables. Ensuite, il faut établir un plan pour atteindre ces objectifs et consacrer les ressources nécessaires pour y parvenir. Puis, il faut mener la guerre de manière à laisser ouverte la possibilité de la conclure sur une base satisfaisante. En fin de compte, il faut réconcilier l'ennemi vaincu, en supposant que vous le vainquiez, avec l'issue de la guerre. La guerre n'est pas terminée tant que l'ennemi n'a pas reconnu sa défaite. L'Iran n'est pas prêt de reconnaître sa défaite. C'est pourquoi cette guerre a le plus de chances de se terminer selon les conditions iraniennes plutôt qu'israéliennes ou américaines. Ce qui, en réalité, est exactement ce qui s'est passé en juin dernier lorsque Israël a eu besoin d'un cessez-le-feu. L'Iran ne l'a pas fait. Et le président Trump a obligeamment organisé un cessez-le-feu que beaucoup d'Iraniens à l'époque ont considéré comme une erreur et qui, rétrospectivement, si l'on se place du côté de l'Iran, en était clairement une. Je me sens très peiné pour tous ceux qui sont impliqués. Je pense que c'est une entreprise insensée. Cela ne se terminera bien pour personne, ni pour Israël, ni pour les États-Unis, ni pour l'Iran, ni pour les Arabes du Golfe, ni pour l'économie mondiale, ni pour quiconque, et pas même pour Donald Trump. Il n'aurait jamais dû se mettre dans la position où il se trouve. Mais il ressemble à un joueur d'échecs qui fait un premier coup brillant sans avoir réfléchi à ce qu'il fera au deuxième. On ne gagne pas une partie d'échecs comme ça. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir comme toujours. Prends soin de toi, Nima, et continue comme ça.